Bonjour Daniel Dory, merci d'avoir accepté cette interview. Alors, vous avez publié, bon, il y a quelques années, puisque c'était en 2022, un livre tout à fait intéressant qui s'appelle Terrorisme et contre-insurrection. Et en fait, vous reprenez un texte inédit du colonel Trinquier, Roger Trinquier, qui est une légende de l'armée française, un officier parachutiste, qui a des états de service assez impressionnants euh, à l'époque et qui a été l'un des grands théoriciens de la lutte contre la guérilla. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de Roger Trinquier, de son parcours et comment vous vous y êtes intéressé? Ah, mais je m'y suis intéressé à la fois par l'aspect théorique de son livre sur la guerre moderne que j'avais été amené à lire il y a très longtemps, et puis un petit peu par hasard, ma collègue historienne Marie-Danielle de Mélas a découvert un document interne, mais maintenant d'accès public, mais totalement inédit, qui est la première version du livre de Trinquier. Or, Trinquier est particulièrement intéressant pour deux raisons. La première, c'est qu'il a une expérience du terrain. C'est un des officiers qui va être à la manœuvre pendant la bataille d'Alger. Il n'a pas d'expérience, contrairement à beaucoup d'officiers de l'époque, de la résistance, parce qu'à ce moment-là, il est en Chine. Mais il a une expérience de la Chine, ce qui Et qu'est-ce qu'il n'est... fait en Chine à ce moment-là? Mais il est à la mission militaire. Il y a des missions militaires qui sont en Chine et qui sont bloquées lors de la guerre. Mhm. Il ne peut pas rentrer, il reste là et il n'a même pas la possibilité de passer en Indochine. Et il a donc une expérience asiatique, pacifique, mais quand même utile. Trinquier a un parcours de militaire pas matheux, c'est un littéraire. Et son épouse sera physicienne et prof de physique. Mais lui, il est littéraire. Et il va être très vite intrigué par des phénomènes comme la guerre de Corée, qui se passe en 50, donc tout de suite après c'est concomitant avec la situation de la France en Indochine, où il va opérer aussi en Indochine, et la guerre de Corée. Plus un élément intéressant dont on parle trop peu, qui est les hooks aux Philippines, où les Nord-Américains vont développer des techniques d'insertion dans le milieu plutôt que de surplomber, de faire auprès du terrain de la contre-offensive. Bref, il y a à cette époque-là un bouillonnement d'officiers français. Il y a Galula, qui à l'époque n'est pas connu, est beaucoup moins connu que Trinquier. Il est d'ailleurs moins intéressant à mon avis. Il y a Lacheroy, qui va être le théoricien des hiérarchies parallèles, déjà avec le Viet Minh. Et donc, Trinquier fait partie des officiers qui vont tenter d'appliquer la réflexion sur la contre-insurrection. À l'époque, on parle de contre-insurrection, c'est important. Dans cette contre-insurrection, il y a de la guérilla, mais ce n'est pas pensé aussi clairement que maintenant. Il y a de la guérilla, suivant les victimes que l'on... Et il y a le terrorisme, suivant les victimes que l'on vise. Les, et donc, il va s'agir de penser quelque chose que les militaires, en principe, détestent, c'est-à-dire la guerre au milieu de la population. C'est exactement ce qu'ils détestent et ils sont obligés de la faire d'abord au Vietnam et surtout en Algérie. Trinquier va développer une réflexion partagée entre deux aspects, l'aspect guérilla, surtout rural, et l'aspect terrorisme, surtout urbain. Et donc, dans ce livre, ce que l'on a essayé de faire,
c'est de montrer d'une part l'origine du livre de Trinquier, La guerre moderne, et d'autre part l'un des piliers de la pensée contre-insurrectionnelle française, qui a connu un destin tout à fait tragique. Trinquier va quitter l'armée avant le putsch, parce qu'il considérait que de toute façon, c'était pas sérieux comme opération. Mais la pensée, On le retrouve au Congo, je crois, c'est ça? on le retrouve, oui, on le retrouve brièvement au Congo, puis après, il va mourir pas de sa belle mort, mais il va mourir d'un accident avec un appareil à tailler les vignes. Hein. Il est vraiment rangé. Le maître Inquiet va avoir la pensée du fait qu'il faut combiner des techniques militaires et des techniques non militaires. C'est en ça que c'est intéressant. C'est de montrer comment la lutte anti-insurrectionnelle est une lutte qui ne peut se gagner que au moyen de l'insertion même au sein de la population, c'est-à-dire le renseignement, l'observation des phénomènes de mouvement, de troupes, de mouvement, surtout le long des frontières, etc. Donc il y avait un intérêt tout à fait réel à travailler sur ce livre, d'autant plus que nous disposions de cette version initiale. Comment vous l'avez trouvé d'ailleurs, cette version initiale? Elle est dans le dossier pertinent que personne n'avait été fouillé. Et ce dossier, il était où? Aux archives, je pense. Il faudrait demander à Marie-Danielle de Mélas, parce que ce n'est pas moi qui l'ai trouvé, mais je pense que ça doit se trouver à Versailles, à Vincennes, les archives de l'armée. Et dans la carrière de Roger Trinquier, il fait un passage dans les services spéciaux, donc le SDEC, Ouais. notamment au GCMA, donc qui sont. Vous pouvez nous en dire un mot parce que j'imagine que ça a dû pas mal conditionner sa réflexion sur la contre-insurrection. Oui et non, parce que c'est le tout début du GSMA qui n'a pas de doctrine. Il essuie les plâtres. Et Trinquier, dès le moment où il dispose de ces groupes d'intervention parachutistes, puisque c'était ça l'opération, on va le muter, parce que ça fait trop d'ombre quand même. L'idée d'utiliser, parce qu'on est au Vietnam, hein, ici, enfin en Indochine, l'idée de recruter des partisans locaux dans les tribus, oui, les groupes ethniques, c'est quelque chose qui va être plus ou moins bien vu par la hiérarchie. En fait, c'est l'application, en fait, c'est la mise en place d'une guérilla chargée de lutter contre une autre Derrière les guérilla. lignes Voilà. Donc de GIAP. Voilà. Derrière les lignes de GIAP. Oui, c'est-à-dire, c'est du jeu d'échecs bien fait. Seulement, pour ça, il faut avoir la capacité d'entretenir ces gens, il faut avoir la capacité de leur maintenir un commandement, il faut avoir la capacité de les alimenter en armes et en nourriture, chose que la France a été capable de faire pendant un certain temps dans certaines zones, mais l'avancée de l'armée du général Giap, donc du Viet Cong, plus des Chinois, parce que les Chinois vont beaucoup aider, va faire en sorte que ces guérillas ethniques vont être progressivement absorbées par la marée montante, etc. Et ça ne va pas pouvoir se reproduire en Algérie. Qu'est-ce qu'il fait d'ailleurs pendant la bataille d'Alger? Pendant la bataille d'Alger, il commande une partie des détachements parachutistes. D'accord. Donc il a rien à voir avec les unités de D'interrogatoire. d'interrogatoire ou autres? Non. Non, d'accord. Alors quels sont ces principes, les grands principes de la contre-guérilla de Roger Trinquier? C'est des choses qui maintenant apparaissent presque comme des évidences. C'est d'abord savoir où on a mis les pieds. C'est-à-dire connaître la langue, ou comme disent les collègues de la CIA, connaître au moins quelqu'un qui connaît la langue. Deuxièmement, compter.
c'est-à-dire faire un recensement de la population. Quand on arrive quelque part, la première des choses à faire, mais ça n'allait pas de soi du tout à l'époque, c'est d'encercler le village ou le quartier et de savoir qui habite où, qui est depuis combien de temps ici et qui n'est pas ici mais qui devrait y être. Je crois qu'il est à l'origine du quadrillage Mais bien d'Alger, entendu, voilà. mais bien entendu, c'est le moment où on commence à faire, à comprendre, alors faire le quadrillage de la Casbah d'Alger. Déjà des étudiants en géographie terminent alcooliques, donc on peut imaginer ce que ça peut donner pour un militaire sans la formation. Ils y sont arrivés à peu près. Bon. Et ensuite, il faut maîtriser les flux. Et maîtriser les flux, c'est-à-dire créer des checkpoints, l'équivalent des checkpoints. C'est ce que font les Israéliens, par exemple. Mais ils multiplient les checkpoints pour pourrir la vie. Beaucoup ne sont pas utiles. Mais dans le cas de la bataille d'Alger, oui, c'était nécessaire. Et faire des checkpoints, c'est-à-dire de contrôler les flux. Tout ceci est nouveau. Ensuite, il faut gagner la population. Et pour gagner la population, il faut dépasser l'aspect répressif. Il faut offrir des services. Et c'est quelque chose que les États-Unis vont développer après comme doctrine, c'est-à-dire les services sociaux, militaires, ou Les affaires civiles ou militaires, c'est ça. Oui, voilà. On dit d'ailleurs, je me permets de vous interrompre, mais qu'il y a une école française de la contre-guérilla aux États-Unis, à l'école des Amériques, Bien sûr. qui aurait été utilisée notamment en Amérique du Sud. Et il y a d'ailleurs toute une critique qui est apportée là-dessus, comme quoi cette école française aurait permis de former tout un tas de polices secrètes sud-américaines. On parle aussi de ce général dont j'ai oublié le nom, Paul Ossarès, voilà, qui aurait enseigné là-bas, quoi. Oui, 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 oui. Non, mais ça, c'est un lieu de fantasme tout à fait important. Alors, il y a deux choses à retenir. La première, c'est la filière états-unienne. La filière états-unienne a un nom, c'est Galula. Galula va travailler à la Rand Corporation et les gens de la Rand vont lui demander de faire le récit de son expérience. Et sur la base de ce récit, la Rand va promouvoir la rédaction d'un manuel dans les années 70, si je me souviens bien. Et ce manuel va servir à l'école des Amériques. Ça, c'est vrai. Ce n'est pas du tout un manuel qui est concerné sur le voltage de la gégène à appliquer. C'est quelque chose qui relève plus de ce que nous étions en train d'évoquer tout à l'heure à propos de Trinquier. Et il y a une autre filière qui est une filière argentine. Et la filière argentine, c'est des anciens militaires issus du putsch et de l'OAS qui vont s'installer dans les années 62, 63, 64 en Argentine et qui vont avoir un rôle minime au niveau de la diffusion de la doctrine contre-terroriste. Pourquoi minime ? Parce que dans les années jusqu'en 65, ce n'est pas le problème des militaires argentins. Ça va le devenir. Ça va le devenir vers la fin dans la deuxième moitié des années 60. Lorsque les Montoneros assassinent l'ancien président, le général Aramburu. Oui, là, mais avant, c'était quelque chose la France intéressait plus pour son cognac et ses parfums que par sa technique contre-terroriste. Ossarès est en Argentine d'ailleurs, non? Ou il est en Amérique du Sud? Ossarès y est passé, mais Ossarès est resté en France pour l'essentiel. S'il faisait et aux États-Unis. Il est passé aux États-Unis. Mais c'est des influences qui sont très difficiles à mesurer parce qu'elles n'ont pas donné lieu à des publications réellement importantes. Pour une raison simple, c'est que très peu d'officiers américains lisent le français.
Trinquier a été traduit. Galula a publié en anglais, après. Mais Trinquier a été jugé suffisamment, la guerre moderne, a été jugé suffisamment important pour être traduit. Rarissime. Et tellement vrai que Trinquier, mais surtout Galula, vont être redécouverts en 2008 par le général Petraeus en Irak. Un beau matin, le général Petraeus découvre que les Frenchies ont published about the topic. Et donc, on fait lire aux étudiants de West Point les textes français traduits. Et puis, en 2011, lorsque l'armée des États-Unis se retire officiellement de l'Irak, on oublie la contre-insurrection, bien sûr. Et on le garde pendant un certain temps en Afghanistan, mais de façon de moins en moins structurée, jusqu'en 2011 où le désastre final a lieu. Et le propre de la pensée anti-insurrectionnelle, comme elle est basée en partie sur la strate polémique et qu'elle a peu d'appui scientifique, elle fonctionne comme un serpent de mer lorsque la nécessité surgit. Or, la pensée antiterroriste et anti-insurrectionnelle serait riche d'enseignements pour analyser des phénomènes comme les émeutes en France ou la situation de Mantes-la-Jolie. Cela dit, c'est tabou. Parce que c'est pas bien, puisque... Vous pensez qu'on peut faire une comparaison entre des émeutes de banlieue et une insurrection Bien entendu. Ouais. Bien entendu. À quel niveau vous Ben, au niveau du contrôle dosé de la violence. La violence des émeutes et la violence des insurrections sont des violences contrôlées. D'ailleurs, l'émeute, enfin la preuve, c'est les émeutes à la suite du cruel décès du jeune Naël que nous regrettons tous, qui vont durer 2 semaines et demie. Et puis à un certain moment, les grands frères, qui avaient les kalachnikovs et qui pouvaient faire en sorte que ça tourne en vrille vraiment, se disent que bon, ceci nuit quand même le business. Hein, on peut dealer moins calmement face à une médiathèque qui brûle, les flics sont partout, enfin bon, c'est du désordre. Maintenant, ça s'arrête. Et du jour au lendemain, ça s'arrête. D'accord. Donc est-ce que vous pensez que justement les principes de la contre-insurrection de Roger Trinquier peuvent s'appliquer à ce type de choses? Mais bien entendu, Ah oui? s'applique, mais ça s'applique de façon créative. Mais le fait du quadrillage, par exemple, si on arrivait déjà à savoir combien de gens habitent en Seine-Saint-Denis, je pense qu'on aurait avancé considérablement. Ou ailleurs, hein. Ah oui. Si on avait une vision moins directement concentrée sur l'aspect militaire de la guerre en cours, qui est une guerre civile larvée, mais une guerre n'est pas toujours seulement militaire ou principalement militaire. Elle peut être psychologique, elle peut être d'influence, elle peut être des tas de choses. Et donc, si on a les différents registres d'application de la violence, les invariants qui ont affaire au contrôle d'une insurrection sont les mêmes à ceux d'une situation comme celle que l'on a en Europe. Alors, justement, là, ce que vous évoquiez, est-ce que l'approche de Trinquier est une approche essentiellement technique de la Oui. sécurité ou est-ce qu'il intègre également les éléments politiques? Parce que lorsqu'on regarde ce qu'ont fait les Américains, que ce soit en Irak ou en Afghanistan, en fait, ils sont extrêmement efficaces sur le plan technique, mais finalement, c'est désastreux sur le plan politique, puisque, on l'évoquait tout à l'heure avant Oui. cette vidéo, lorsque vous avez une équipe des forces spéciales américaines qui arrivent dans une maison irakienne, qui menottent tout le monde parce qu'ils ont peur de se faire tirer dessus dans le dos, y compris des jeunes enfants, des femmes, etc.
les jeunes enfants s'en souviennent toute leur vie. Et donc, derrière, on fabrique des générations de terroristes. Et les Est-ce enfants des enfants aussi. Et les enfants des enfants également. Est-ce qu'il intègre ces questions-là ou pas du tout? Lui, son problème, c'est la technique sécuritaire. Lui n'intègre pas cette profondeur et la trace des événements, parce qu'à l'époque, ça ne se posait pas. C'est-à-dire qu'on va commencer à poser la question du retentissement des phénomènes violents, des insurrections, etc., dans les années 2000. Et à propos d'un événement tout à fait intéressant qui est la deuxième intifada. Parce qu'il fallait que ce soit la deuxième et qu'on se dise, tiens, la première intifada, nous avions des gamins qui lançaient des pierres. La deuxième intifada, nous avons des gamins qui se font exploser aux arrêts de bus. Tiens, serait-il bizarrement mécontent de l'occupation israélienne? Bizarre quand même, alors qu'on est tellement gentil. Mais il faut une mémoire. Or, ça va se poser au niveau des psychologues, ça va se poser. C'est le moment où on commence, les années 2000 sont le moment où on commence à passer en partie à la suite du 11 septembre, très important, pour cet aspect-là. On commence à se centrer davantage avant sur le terroriste, le méchant terroriste, et à partir des années 2000, on va se pencher de plus en plus sur la victime. La victime qui a des sentiments, qui a des revendications, qui a des participations rituelles à des célébrations, qui a à être indemnisée, qui a à être réparée psychologiquement, etc. Et lorsque l'on se centre sur la victime de plus en plus, rétrospectivement, on fait des analyses pour récupérer les événements qui, dans le passé, peuvent nous renvoyer à cette problématique. Mais là, on rentre dans le domaine extrêmement ésotérique presque de la recherche sur le terrorisme. C'est-à-dire que ça c'est publié dans les revues spécialisées que nous avons. Alors justement, comme dernière question, la recherche académique sur le terrorisme, est-ce qu'il y a beaucoup de monde? Est-ce qu'il y a des revues justement spécialisées? Comment ça se passe? Il y a beaucoup de gens qui réfléchissent sur ces questions de terrorisme ou pas? Oui, enfin, il y a beaucoup de gens qui font de la recherche, certains même trouvent, mais ils sont moins nombreux. Alors, il y a 3 revues importantes, Terrorism and Political Violence, Studies in Conflict and Terrorism et Perspectives on Terrorism, qui sont les 3 Des revues revues américaines ou... anglaises, américaines, oui. C'est le monde anglo-saxon. Et Au en niveau, France? en France, on essaye d'avoir sécurité globale comme étant le pilier de cette recherche scientifique. Alors ça se fait par la publication d'articles, ça se fait, par exemple, je fais presque tous les numéros, une veille bibliographique. C'est-à-dire, j'essaye de recenser, non pas tout ce qui paraît, parce qu'il paraît une multitude de choses, mais de recenser les textes les plus importants, les manuels. Alors, on a des manuels. Le domaine des terrorism studies, des études sur le terrorisme, on a maintenant enfin un manuel qui est le mien, c'est étudier le terrorisme, qui est une synthèse un petit peu plus des rajouts. Mais on a 5-6 manuels de bonne qualité, variables, mais bon, dont 2 excellents, et on a des manuels d'histoire du terrorisme. On était très faible en histoire du terrorisme. Ça commence à... Parce que les historiens, ce qu'ils cherchent ne nous intéresse pas toujours. Et ce que nous trouvons ne les excite pas non plus. Donc, il était nécessaire, c'est pourquoi travailler comme avec le livre de Trinquier, avec une historienne était bien, parce que ma collègue Marie-Danielle de Mélas comprend notre langage. C'est une historienne, aussi une historienne militaire, donc elle sait ce que c'est. Elle a une expérience pratique. Alors, la recherche sur le terrorisme en France n'est pas systématisée. Les documents qui relèvent du terrorisme sont généralement d'une indigence, mais il y a une demande. Il y a une demande en ce sens que on me sollicite, on sollicite quelques autres collègues.
ce qui est très différent de ceux qui apparaissent dans les plateaux de télévision pour manifester haut et fort leur ignorance, hein. Il y a des chercheurs sérieux, il y a des publications sérieuses. Donc ça vaut la peine, mais le problème que l'on a en France, c'est la masse critique. Il y a trop peu de gens pour avoir une revue purement spécialisée. Aux États-Unis, ça ne pose pas de problème. Dès qu'on parle en anglais, on a l'Inde, on a voilà. Les, on a des enseignements de temps à autre dans les universités. J'ai fait à La Rochelle un enseignement pendant plusieurs années, un cours sur le terrorisme spécifiquement. Il y a des cours dans des écoles militaires, mais généralement pas par des spécialisés. On commence à travailler, mais le tout, c'est que c'est encore très dispersé et on a beaucoup de mal à passer de la strate polémique, c'est-à-dire expliquer pourquoi le terrorisme c'est pas bien, méchant, et à la strate scientifique, où on étudie une technique de communication violente de façon la plus neutre possible. Après, on prend parti, mais d'abord, on essaye de savoir comment ça marche. Lorsque l'on étudie une voiture, on essaye d'abord de savoir comment fonctionnent les différentes pièces. Après, on se demande s'il est bon ou moral d'écraser des gens avec cette même voiture. Mais d'abord, commençons à savoir comment ça marche. On en est là. Très bien, merci beaucoup Daniel Dory pour ces différents éléments. Donc je rappelle votre livre avec Marie-Danielle Desmélas, Terrorisme et contre-insurrection, donc un texte inédit de Roger Trinquier. Donc Roger Trinquier, l'un des grands, enfin un officier français qui a été l'un des grands théoriciens de la contre-insurrection, donc toujours publié aux éditions Valeurs ajoutées.